Tout au début, mais tout au début, Charlier s'occupait des avions, parce qu'il dessinait comme relativement bien, Charlier. Pas dans les personnages, mais surtout le matériel, bateau, tous ces trucs-là, quoi. Et puis progressivement, ben, c'est Victor qui s'est chargé de tout, mais ça a été les débuts dans les épisodes de la guerre du Pacifique, les Japatak, Mr. Midway et tous ces trucs-là. C'est là que s'est opéré chacun a repris son rôle. C'est vrai que Charlier est le plus scénariste et Victor plus dessinateur à temps plein. Mais sinon, les bateaux et les avions, c'était fait par Charlier qui faisait ça avec des trucs. Hein, il avait des Tarawa, Atoll Sanglant, il avait comment on appelle ça, des avions découpés dans du papier, des cartons, tout ça, des petits modèles, il les faisait sur sa planche, il crânait vaguement les places, il avait les plus petits, les plus gros, mais c'était toujours le même. Et alors il les mettait comme il voulait, et puis alors après il les précisait, et ça devenait du dessin à part entière. Enfin, il avait plein de trucs, ça. Il était très technique. Il avait fait dans Spirou, Charlie, les cours du chef pilote, un truc comme ça s'appelait à peu près comme ça. Et c'était il parlait de la guerre du Pacifique. Mais c'était vraiment un truc particulier. Bidon ne participait pas, je crois. Il était surtout Charlie, le bateau et tout ça. Voilà, alors après, Victor s'est occupé assez vite de tout le matériel. Parce qu'il était quand même très fort. Là, il a succédé, il y a toujours une histoire là, un peu idiote avec Trois Fontaines et tout ça, qui aurait créé Bugdani et tout ça. Ouais, pour les 2 pages et demie qu'ils ont fait dans les Japatak au début avec une attaque de Pearl Harbor à mourir de rire. On voit 2-3 films, il y avait un bout de main, un bateau qui coule. On eût pu mieux faire, ils ont fait 2-3 pages et puis ils n'en sont pas sortis. Et je parle donc de Trois Fontaines. Oui, d'accord, l'idée était là, il faudrait faire quelque chose avec ce pilote. Et puis bon, ils ont embarqué, Charlie est embarqué là-dedans, qui a plus d'imagination, puis qui est pilote quand même. Et puis Victor en même temps, qui a continué, et le dessin c'est très très vite, suivant les Japatak, on voit que le dessin s'est très vite amélioré. Et les 2-3-4 pages au début sont. On aurait mieux fait de les recommencer. Bon, sur ce cas-là, Charlier qui enrichit tout ça, qui amène Sonny Jackson, qui amène Tom Blair par après, parce que c'était pas du tout prévu par les autres. Hein. Bugdani ressemblait un peu le visage de Trois Fontaines américains. Hein. Il y avait quand même Terry les pirates, Steve Canyon. Là, tu peux remarquer le graphisme de Steve Canyon chez Shaw, Milton Caniff. C'est fort ce qu'ils ont fait après avec Bugdani. Hein. D'ailleurs, ça faisait rire Victor Hubilon, qui se foutait de la gueule de Bugdani, il l'appelait Duke Flappy. Et surtout, ils ont été pilotes de Piper Cup à Spa. Ils ont distribué des journaux. Les journaux toutes boîtes étaient déposées à des endroits, il fallait jeter les paquets. Et c'est des paquets, bon, genre, j'étais bien emballé, mais ça tombait chez le gars qui allait distribuer à Anse ou à Mille-Morts, un truc comme ça. Hein. De temps en temps, t'avais un paquet qui ouvrait sur un poulailler, et ça ne donnait pas les dégâts. Le lendemain, l'autre passait, puis ils se tiré dessus par le fermier, il n'est pas content. Parce que le précédent n'a pas osé dire à l'autre gars qui avait cassé le poulailler, et c'est pas une blague en plus. C'est déjà arrivé. À Rocco. Charlie s'est tiré dessus, il s'est tombé le paquet un peu trop tôt, et il s'est tombé sur le poulailler, ça a tellement fait des dégâts. Enfin voilà, mais ça c'est l'après-guerre. Juste après-guerre. Je sais, il paraît qu'ils ont ramené aussi un avion d'Angleterre. On pouvait faire n'importe quoi. Et puis, mais j'en étais capable, il y a toujours avec le mode d'emploi sur les genoux. Bon, là, je pense à un mode d'emploi sur les genoux, ça oui, mais ils savaient quand même piloter. Ils savaient quand même, avant de décoller. Parce que si tu décolles ça, mais tu dois atterrir. T'as un autre problème. Alors que ce qu'il y a encore eu, la fameuse histoire à Waterloo, là. Chez Gigi, ils allaient chez Gigi. Hein.
comité Waterloo, qui rassemble autour de lui des tas de dessinateurs comme Franquin, Maurice, et tous les Will, des gens comme ça. Copains souvent ensemble. Oui, mais il dessinait chez Joseph Gillet, qui sort de la famille, lui. Hein. Et sa femme Annie, qui n'était pas contre du tout, était contente de les voir tous ces jeunes-là avec son mari Joseph, qui est né, lui, en 1913, ou non, 1914, Joseph Gillet. Donc il était 10 ans, à petit 10 ans plus âgé que tous ceux-là. Et alors, avec le talent qu'on lui connaît, mais il y avait, je pense, à cette époque-là, Henri Charlier, Villon, tout ça, tous ces gens-là allaient dire bonjour là-bas, ils se connaissaient. Il y avait aussi un certain Uderzo, mais plus tard un petit peu, mais c'est comme ça qu'ils se sont connus. Il vient à la Libre Junior, que Uderzo et Goscinny ont fait le début. Et puis, ils sont à Waterloo, là, il y avait d'autres dessinateurs, un anglais, je crois qu'un anglais, un français qui était là, un ancien de la RAF, et disant que les Anglais étaient meilleurs que les Français, etc. Je crois qu'ils ont fait un concours avec Tiger Mott, c'est un avion où tu as une place devant, une place derrière, tu peux te parler avec un tube, il y a des doubles ailes, à Tiger Mott. Et ils sont partis, alors enfin, ils étaient sanglés, ils ont fait un concours, ça c'est pas eux, c'est les deux connards là, qui ont fait se tuer un concours qui demandait grâce à l'autre dans les pirouettes qu'ils ont en avion, en Waterloo, tu ne peux plus faire ça. Hein. Non. Ils ont terminé dans une grange parce que il y en a un des deux, je pense que c'est celui qui était derrière, qui s'était lui. De peur, et le premier il n'arrivait pas à savoir ce que. Et puis bon, il a atterri, ils sont dans un champ, et puis ils sont terminés dans une grange. Le soir, il était c'est la grange qui a freiné. Ouais, tu roules, alors ça va. Ouais. Mais c'est tout couille comme ça. Hein. Charlie racontait très bien. Oui, mais ça c'est 1946. Hein. Et puis tout ça c'est légiféré très vite. Mais c'est aussi l'époque où la résistance, beaucoup de résistance, ne voulaient pas rendre des armes. Il y a énormément de laxisme dans tous les domaines. Puis il a fallu un peu réglementer tout ça. Ça a été très vite, mais il y a quand même eu des blagues. Hein. Ça a même pris un an ou deux, tout ça. Enfin, là, ils ont vécu tout ça, ceux-là. J'en ai bousillé par la guerre, en fait. Ils sont bien rattrapés. Oui. Ça ne m'étonne pas du tout. Se défouler après. Oui, se défouler, ouais. Sans même le vouloir, mais je pense que ça tient à ça. C'est un peu. Maurice Thieu me le disait, ça tenait à ça. Thieu, lui, était poursuivi par le STO, le service de travail obligatoire. Il avait 20 ans, 19 ans. Alors, les Boches les obligeaient à y travailler. Franquet aussi, c'était 41-42. Il a dû se cacher, tous ces gars-là. Et il s'appelait Ben.